Sorry, goedemorgen, bonjour. Je propose qu'on commence tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, un petit update sur les différents éléments, hein, la situation épidémiologique, situation vaccinale et le statut du testing. Donc, si on regarde un peu les chiffres épidémiologiques aujourd'hui, et donc ça doit être les 10 du août et pas le 3 du août, mes excuses. Donc, on voit que la situation commence malheureusement continue à évoluer dans la direction qu'on n'aimerait pas qu'il évolue. Donc, on voit quand même que le taux d'incidence, le nombre de cas positifs par 100 000 personnes sur 14 jours, continue à augmenter et aujourd'hui à 371. Avec également donc un nombre de tests qui est plus ou moins stable à 8500 par jour, mais avec un taux de positivité qui est en train d'augmenter encore et donc qui se trouve maintenant à 4,7%. Ce qui veut dire également donc que la valeur R reste plus ou moins au même niveau à 1,16. Donc ça veut dire qu'une personne infectée en infecte quand même toujours plus qu'un autre, 1,16 personnes, ce qui est évidemment pas la direction qu'on aime voir. Mais comme vous voyez à la gauche, vous voyez également que c'est surtout toujours dans les populations les plus jeunes qu'on constate donc le nombre de cas positifs et également avec un fort lien avec les voyages sur lesquels que je reviens tantôt. Et donc, où on a eu aussi la plus grande augmentation du nombre de cas, même si en valeur absolue, ça reste encore un peu moins, mais en pourcentage, donc on a eu un triplage du nombre de cas positifs également trouvé dans les plus jeunes, entre 0 et 9 ans, la semaine passée. Au niveau des hospitalisations, on voit de légères augmentations aussi bien en hospitalisation soit qu'en soins intensifs, mais pas encore à un niveau heureusement donc inquiétant. Donc ça reste encore à un niveau donc où on a assez de lits en USI et en hospitalisation pour accueillir tout le monde. Et au niveau du nombre de décès, ça a augmenté un tout petit peu et maintenant on est à 3 décès sur 7 jours, mais donc encore quelque chose qui est aussi plus ou moins sous contrôle. Dus om eventjes samen te vatten, dus de epidemiologische situatie zien we toch nog jammer genoeg een verdere stijging van het aantal positieve gevallen. Wat eigenlijk komt dus uit een ongeveer stabiel aantal testen, maar een hogere positiviteitsratio. En wat dus nu ook resulteert in 371 positieve gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen. Dus waar we toch al redelijk hoog zitten eigenlijk. En wat natuurlijk dan ook vertaald wordt in een R-waarde, dus omdat we in een stijgende situatie nog zitten van 1,16. Wat dus eigenlijk betekent dat gemiddeld eigenlijk één persoon 1,16 andere personen gaat infecteren. Hier is echt wel een duidelijke link ook met de reizen, waar ik dadelijk op ga terugkomen. En dan zien we dus ook dat op niveau van de hospitalisaties, dus dat er toch een lichte stijging is, zowel op het aantal opnames als op het aantal mensen in intensieve zorgen. Maar zeker nog niet op een niveau dat alarmerend is. We zijn er natuurlijk heel voorzichtig mee. Maar dus op dit moment, ook omdat het vooral jongeren zijn die dus nog geïnfecteerd zijn, we zien toch nog altijd de ratio die tussen positieve gevallen en hospitalisaties, dat die nog beperkt blijft. En dus dat het nog redelijk onder controle blijft. Natuurlijk moet de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden en moeten we zeker oppassen dat ook de jongere mensen niet de ouderen verder zouden gaan infecteren. Op niveau van de sterfgevallen zitten we op een 3-tal per week nu. Dus wat een lichte stijging is ten opzichte van de vorige weken, maar dus ook nog altijd een aanvaardbaar aantal, denk ik. En dus inderdaad, zoals je links ziet, zien we dat vooral dus de jongere mensen, dat we daar nog altijd de grootste aantallen van positieve gevallen vinden, voornamelijk gerelateerd met reizen. En dus dat we ook zien dat in de jongste leeftijdscategorie, tussen 0 en 9 jaar, dat daar toch een aantal, een verdrievuldiging van het aantal positieve gevallen is gebeurd. Dus dat daar eigenlijk vorige week de grootste stijging heeft plaatsgevonden. Alors, si on regarde donc au niveau des voyageurs, donc il y a beaucoup de textes, mais peut-être quelques messages clés à mener avec vous.
c'est que plus ou moins, donc un tiers des tests positifs qu'on a, donc les cas positifs qu'on a, viennent de retour de voyage, aussi bien donc les zones rouges que les personnes qui viennent des pays of concern, comme on dit, donc quand même des pays à surveiller. Et donc, c'est quand même un nombre très important, avec également un taux de positivité qui est plus élevé que notre taux de positivité moyen, ce qui veut donc dire que il y a vraiment beaucoup d'infections qui arrivent donc via le retour de voyage, ce qui est évidemment pas un bon signe. Et deuxièmement, il y a quand même donc une politique de testing qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, qui est assez souple. Donc, on fait uniquement un test le premier jour après le retour de voyage d'une zone rouge. Donc, pas les 7 jours, pas de test pour les retours de zone orange, pas de test pour les personnes vaccinées, etc. Ce qui veut dire qu'il y a quand même sans doute plus de personnes qui sont infectées et qui vont donc pas être détectées tout de suite, mais qui vont infecter d'autres personnes et qui par la suite vont aussi apparaître dans un cas positif via des personnes testées positives, donc symptomatiques, ou bien via des contacts à haut risque. On voit également qu'il y a quand même un nombre de personnes qui partent en voyage, qui testent également positif, ce qui veut dire quand même que le virus circule dans notre région. Donc voilà, donc ça c'est quand même un message important quand même à amener. Et donc on a notre capacité de testing à la gare de Midi pour au maximum suivre donc les personnes qui reviennent d'une zone rouge et de les tester tout de suite. Et deuxièmement, donc avec notre call center, avec nos field agents et avec les communes, on continue à poursuivre aussi le suivi des personnes qui reviennent d'une zone rouge. Mais donc notre région est quand même la région où il y a le plus de voyageurs et donc où cet impact des retours des zones rouges, etc., est certainement le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on veut donner alors comme conseil? Qu'est-ce que vraiment chacun et chacune peut faire? C'est évidemment de bien réfléchir à la destination de voyage si c'est possible et de préférence ne pas aller dans les zones rouges, rouge foncé ou des pays à risque, évidemment. D'essayer au maximum d'être complètement vacciné avant de partir en voyage. On voit quand même que le vaccin, et ça reste le message, qu'il protège bien, très très bien. Donc c'est vraiment, on continue à renforcer le message qu'il faut absolument se faire vacciner complètement avant de partir en voyage, de quand même respecter les mesures sanitaires au maximum aussi quand on est en train de voyager, de remplir le Passenger Locator Form de façon vraiment complète et correcte, et de préférence également électronique, parce qu'on voit aussi qu'il y a encore beaucoup de PLF manuels qui demandent aussi des actions supplémentaires pour chacun et chacune, et donc qui limitent un peu le suivi par la suite. Et on a aussi des demandes des gens pour avoir un code de test, etc., comme ils n'ont pas reçu, et où il y a quelque chose qui s'est passé justement avec ces PLF qui sont plutôt manuels. Donc, si évidemment, quand on revient, qu'il faut quand même respecter les tests et la quarantaine qui est demandée, de veiller vraiment des symptômes et donc de vraiment être prudent quand on revient d'un voyage. Même chose quand on revient d'une fête un peu plus intense qu'on a peut-être voulu, mais quand même de vraiment veiller des symptômes en disant les premiers 10 jours, parce qu'on sait que la période d'incubation du virus peut quand même durer 10 jours. Donc vraiment vigilance. Et certainement, et ça c'est le dernier point, ne pas faire la première chose quand on revient, c'est d'aller visiter mamie ou papy dans la maison de repos et lui donner un grand bisou. Donc c'est vraiment aussi là, vraiment faites attention et donc réfléchissez un tout petit peu quand vous revenez et ne pas vraiment tout de suite entreprendre ces actions-là. Dus eigenlijk zien we dus, om eventjes ook in het Nederlands samen te vatten, dat we toch zien dat onze reizigers jammer genoeg, en zoals we ook al een beetje voorzien hadden, toch een grote impact hebben op onze epidemiologische situatie. Brussel is echt de grootste regio met de grootste internationaal verkeer, wat heel logisch is als cosmopolitische stad. Maar dus proportioneel gezien hebben we veel meer inkomen en vertrekkende reizigers dan de andere regio's en ook de andere grote steden. En we zien dus ook dat er ongeveer 1/3 van de positieve gevallen die we vinden, dat toch komt van reizigers die uit rode zones komen of van dus de countries at risk, zoals we noemen. Dus waar we toch wel heel voorzichtig mee zijn. Er zijn mensen die dan echt al positief testen, die niet volledig gevaccineerd waren. En die dus positief testen na de terugkomst uit een rode zone of zo'n country of risk op een eerste dag.
En dus we weten dus eigenlijk dat dat aantal wat onderschat is op die manier, omdat we eigenlijk maar 1 test uitvoeren en dat we ook weten dat er een aantal personen positief zouden testen na de 7 dagen. Hè. Dus we weten dat er ook een aantal van de positieve gevallen die nu door symptomatische personen of hoogrisicocontacten gedetecteerd worden, dat die eigenlijk ook al toe te wijzen zijn aan die mogelijke reizen. We zien ook dat de proportie van positieve testen voor onze prévoyage, dat er ook al een aantal mensen tussen zitten, dus die op reis vertrekken en daar ook positief testen, wat dus toch betekent dat het virus toch wel wat circuleert in de regio. Hè. We zien ook dus nog tot slot dat dus ook de positiviteitsratio van de terugkomende reizigers nog altijd hoger ligt dan ons gemiddelde. En dus dat dus aangeeft dus dat daar echt wel de instroom van de positieve gevallen, dat die toch wel eigenlijk van buitenaf nog altijd komt. Hè. Dus vandaar dat we er nog eens op aandringen dat het zeer belangrijk is om toch wel heel goed na te denken als je op vakantie vertrekt waar je naartoe gaat. En dus zoveel mogelijk als dat kan, dus de rode zones en de countries at risk probeert te vermijden. Dat je natuurlijk ook best volledig gevaccineerd op vakantie vertrekt. Dat je daar ter plaatse en ook bij terugkomst dus de hygiënische maatregelen zo goed mogelijk probeert te respecteren. En dus dat de PLF volledig wordt ingevuld, correct wordt ingevuld. En dus ook op een digitale manier. We zien dat er toch nog veel mensen die op papier invullen of niet correct, waardoor natuurlijk de opvolging zeer moeilijk wordt en waardoor dus wel foutjes insluipen. Dat mensen bijvoorbeeld ook geen testcode en zo verder krijgen, wat toch wel belangrijk is. En daar, dus waar we toch op aandringen om dat op zo'n goede mogelijke manier te doen. Natuurlijk erop aan te dringen dat iedereen de test- en quarantaineregels respecteert bij terugkomst. Heel goed op te passen de eerste 10 dagen als je terugkomt. En ook als je natuurlijk een feestje hebt gehad of een barbecue die een beetje uit de hand is gelopen in België, want dat is een beetje hetzelfde effect, dat je dan toch goed oppast de 10 dagen daarna om te kijken dat je toch geen symptomen krijgt. En zeker te vermijden dat je dan een persoon at risk, en dus zeker de mensen in de woonzorgcentra, niet de eerste dagen na je terugkomst gaat bezoeken, maar daar toch wel zeker een weekje à 10 dagen mee wacht, om er ook zeker voor te zijn dat we op die manier ook niet het virus in onze woonzorgcentra of bij de meest fragiele personen toch zouden binnenbrengen. Dus voilà, donc si on regarde alors côté couverture vaccinale, donc les différentes actions continuent. Comme on l'a dit la semaine passée également, donc les grandes actions et les grands volumes, pour le moment, c'est un peu fini. Donc on voit quand même qu'il y a un peu moins de, surtout premières doses qui sont en train de se mettre en place. Donc on a augmenté d'1% vis-à-vis de la semaine passée, ce qui est un peu en ligne avec les estimations, ce qui est évidemment pas beaucoup, on aimerait faire beaucoup plus, mais on voit quand même, et ça reste le message positif, qu'on continue aussi à atteindre quelques personnes plus âgées, donc de 65 et plus, où on est vraiment maintenant bien au-dessus de 80%, ou également entre les 45 et les 64, on a également une couverture qui dépasse bien les 70%, et où nos actions, malgré le fait que les pourcentages augmentent un tout petit peu, on reste quand même focalisé sur les catégories d'âge les plus jeunes pour justement sensibiliser et vacciner ces personnes-là. Hein. Donc, au niveau de deuxième dose, on voit également donc, que les pourcentages, et là on voit une belle progression, que les pourcentages continuent à bien augmenter et donc où la couverture vaccinale de première dose est plus ou moins en ligne, donc de deuxième dose, pardon, elle commence à vraiment rapprocher le pourcentage de première dose, donc où on voit quand même que les personnes qui sont une fois vaccinées se font également vacciner 2 fois. On voit une légère augmentation des no-show, donc des personnes qui ne viennent pas pour les deuxièmes doses, mais donc on continue à les contacter pour au plus vite, également après leur congé, leur donner la deuxième dose pour être totalement protégés. Dus op niveau van de vaccinatie, dus we hebben vorige week 1% gewonnen aan eerste dosissen. Zo'n beetje in lijn met wat we voorspeld hadden. Jammer genoeg niet meer, maar dus een 12.000 eerste dosissen vorige week. Maar waarbij we dus nu op 62% eerste dosissen zitten. Waarbij we dus zeker bij de ouderbevolking nog altijd zeer goed zitten. Met meer dan 80% op de 65-plussers. En dus een goede 73% voor de mensen tussen 45 en 64 jaar. En waarbij dus de focus absoluut blijft liggen op de jongere leeftijdsgroep tussen de 18 en de 44 jaar, waar dus nog de grootste progressie moet gemaakt worden. Je veux quand même aussi encore stipuler ici que, parce que j'ai aussi vu dans la presse des comparaisons avec d'autres pays et d'autres grandes villes, que proportionnellement, nous, on a vraiment une population qui est très, très jeune
et que donc quelque part on a pénalisé par la population très jeune qui est beaucoup moins bien vaccinée, mais que quand même notre population le plus à risque est vraiment bien vaccinée. Ça, c'est un message à prendre avec. Le deuxième, et je trouve aussi qu'il faut faire attention avec les comparaisons, qu'il faut toujours comparer aussi donc des pommes avec des pommes, donc pas comparer la totalité de la population bruxelloise avec des 12 plus ou des 18 plus dans d'autres grandes villes. Et évidemment, on n'est pas comparable avec Copenhague ou Stockholm où ils ont 3 nationalités, tandis que chez nous, on a plus que 180. Ja, dus toch even ook meegeven dat ik ook een aantal persartikels lees. Dus dat Brussel het ook ten opzichte van de andere grote steden niet goed doet. Maar dat ik toch op wil aandringen. Dus enerzijds dat wij onze de oudere bevolkingsgroepen veel beter gevaccineerd hebben dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in Londen of in Parijs. Waar we daar echt in hoge vaccinatiepercentages zitten. En dus dat we eigenlijk gepenaliseerd worden door onze jongere bevolkingsgroepen. En ten tweede ook, dus dat we toch ook moeten kijken naar andere grote steden met een zeer internationale bevolking. En dus dat het heel moeilijk is om ons bijvoorbeeld met Stockholm of met Kopenhagen te gaan vergelijken. De tweede boodschap was hier ook nog dus dat de tweede dosissen heel dicht beginnen aan te leunen tegen de eerste dosissen. Dus dat we daar echt wel zien dus dat de mensen goed komen. Zij het ietsje meer no-shows vorige week dan de weken ervoor. Maar we de mensen blijven opbellen om er zeker voor te zijn dat ze na de vakantie toch dadelijk voor een tweede dosis komen. Donc voilà, donc juste pour encore renforcer pourquoi on continue aussi à insister autant pour la vaccination des plus jeunes. Je pense que le concept, vous le connaissez, mais on voudrait quand même encore le répéter ici. C'est vraiment qu'on veut vraiment atteindre cette immunité collective. Et donc, quelque part, donc, et on le voit déjà un tout petit peu dans les cas de figure dans les maisons de repos, heureusement pas encore dans notre région, mais on a vu les exemples qui ont été dans la presse en Wallonie et en Flandre, où on a quand même eu des outbreaks. Et donc, vraiment, il faut avoir une immunité collective où tout le monde est bien vacciné. Donc, comme vous voyez ici, donc, les personnes en couleur bleu ciel, disons, et ou alors une personne qui est, parce qu'on sait que la vaccination protège bien, mais pas à 100%, donc une personne qui est quand même encore infectée, qui a vraiment pas beaucoup de chances d'en infecter d'autres. Hein. Si on a une population qui est moins bien vaccinée, et donc d'où aussi l'importance quand même de continuer toutes nos actions pour la population les plus jeunes. Donc justement pour que quand il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore vaccinés, que la chance qu'une personne positive en infecte d'autres est beaucoup plus élevée. Et donc par la suite qu'il pourra avoir de nouveaux variants, qu'il pourra avoir de nouveaux cas infectés. Et donc justement aussi la population qui est bien vaccinée peut aussi être infectée par plusieurs autres personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc là, le risque devient quand même de nouveau plus grand, d'où l'importance justement de continuer nos actions et de continuer à essayer d'avoir cette unité collective qu'il faut évidemment pas regarder au niveau d'une commune, qu'il faut pour moi même pas regarder au niveau de notre région, mais qu'il faut regarder à des échelles beaucoup plus larges comme la Belgique, l'Union européenne et même le monde entier. Hein. Parce qu'aussi longtemps que le virus continue à circuler n'importe où, il peut développer de nouveaux variants et donc également infecter d'autres personnes et continuer donc à circuler et donc à faire des morts. Hein. Dus we willen toch eventjes terugkomen ook op het principe van de collectieve immuniteit. Dus waar we even nog wilden uitleggen waarom het zo belangrijk is en waarom dat we ook al onze acties ook bij de jongeren blijven voortzetten, is eigenlijk zoals je hier rechts ziet, dus dat eigenlijk als je heel veel personen hebt die gevaccineerd zijn, zoals je hier in het water blauw-groen ziet, hè, dus dat er eigenlijk iedereen die gevaccineerd is, dat er als er dan toch nog een persoon geïnfecteerd geraakt, dat die heel weinig kans heeft om andere gevaccineerde personen toch nog te gaan besmetten. We weten dat het vaccin niet 100% besmet, maar dus de kans is veel kleiner als iedereen gevaccineerd is als die besmetting kan doorkomen. Terwijl dat je hier in het linkse schema ziet, als er dan heel veel mensen nog niet gevaccineerd zijn, dat die dan toch andere mensen ook nog gaan besmetten. En dus dat op termijn ook dan daardoor ook dan toch meer en meer ook gevaccineerde personen toch besmet geraken. Of dat er nieuwe varianten kunnen ontwikkeld worden, die dus weer de andere mensen ook weer opnieuw kunnen gaan infecteren. Dus vandaar ook het pleidooi om toch te blijven werken rond al die acties van alle jongeren en zo verder.
En dus waarbij ik ook wel nog eens wil aanstuiten ook dat het niet enkel is te bekijken op het niveau van een wijk, niet op het niveau van een gemeente, niet op het niveau van een regio, maar dat we daar toch moeten kijken op tenminste op het niveau van een land zoals België, of zelfs veel verder op het niveau van Europa of op wereldwijd vlak, dat we daar allemaal samen naar moeten streven om die groepsimmuniteit te bereiken. Anders gaan we er nooit helemaal uit geraken. Donc, on a beaucoup de questions ici ces derniers temps sur la fermeture des centres de vaccination. On veut ici encore mettre en évidence que ça a toujours été notre approche. Hein. Donc, c'est de faire vraiment les grands volumes pour la population en général dans les centres de vaccination. Et que de plus en plus, donc, qu'on est en train d'évoluer, et ça a toujours été la stratégie, par des actions de plus en plus, en fait, par des groupes et des individus, qu'on va plutôt atteindre via des maisons médicales, des antennes, nos équipes mobiles de Mobivax, etc. Et même au niveau, donc, des individus, donc, avec les infirmières de soins à domicile qui peuvent même aller jusqu'à domicile. Hein. Donc, si on regarde un peu, donc, ça veut dire concrètement que on est, on est toujours dans les actions centralisées, donc avec encore aujourd'hui 9 des 10 centres de vaccination qui sont ouverts, et donc où on va évoluer progressivement vers 4 centres qui restent ouverts sur notre région, et de plus en plus où on est en train de travailler avec nos actions décentralisées dans notre approche Leave No One Behind, ou alors on a donc nos antennes, nos vaccibus, la vaccination par les équipes mobiles pour les publics très très spécifiques, la vaccination en place par les médecins généralistes depuis le 18 juillet, donc généralisée donc pour tous leurs patientèles, et alors aussi la vaccination au sein des administrations, des entreprises et d'autres groupes cibles qu'on commence à préparer également pour la rentrée en fin août, début septembre. Hein. Donc vraiment des actions qui sont tous très très complémentaires et donc où on continue évidemment et où on a assez de capacité pour encore faire la vaccination de tout le reste de notre population dans les semaines et les mois à venir. Dus we hebben eigenlijk altijd, we krijgen daar ook redelijk wat vragen over, de aanpak gehad dat we dus eigenlijk vanuit een zeer centrale vaccinatiestrategie zijn begonnen om zoveel mogelijk mensen op zo kort mogelijke tijd te kunnen vaccineren in onze vaccinatiecentra, maar dan meer en meer, en dat zijn dus de fases waar we nu in zitten, decentraal te gaan werken en dus eigenlijk op het niveau van groepen te gaan werken en die dan te gaan vaccineren in onze antennes met in onze gezondheidszorghuizen en met onze mobiele equipes. En dan tot slot eigenlijk zelfs op het niveau van individuen te gaan werken, waarbij we dus gaan vaccineren door de huisartsen, door de soins à domicile en anderen. Dus eigenlijk wat we nu aan het doen zijn ligt volledig in lijn met onze strategie en waarbij we dus met onze approach van Leave No One Behind nog altijd een capaciteit voorzien centraal, dus met onze vaccinatiecentra, maar dus meer en meer inzetten op al die decentrale acties, waarbij we dus werken met onze antennes en vaccibussen, waarbij onze huisdokters sinds 19 juli ook al hun patiënteel kunnen vaccineren en niet enkel de personen die zich niet naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, waarbij we dus alle acties ook voorbereiden met administraties, bedrijven en verschillende groepen van mensen, dus van organisaties, om ter plaatse te gaan vaccineren. En tot slot ook waarbij de acties van onze mobiele equipes doorgaan om zeer specifieke doelgroepen te bereiken. Dus hier zie je nog een paar fotootjes van de succesvolle acties die we gehad hebben met onze vaccinatiebussen. Dus waarbij we nu effectief 5 bussen hebben die 7 op 7 dus circuleren in onze verschillende wijken. Met dus opnieuw 2 verschillende approaches. Enerzijds dus de wijken waar we weten dat er een zeer lage couvertuur is en dus waar we daar ter plaatse gaan. En dus eerst sensibiliseren en dus de mensen laten weten dat er een vaccinatiebus gaat komen en waar we dus zeer goede resultaten behalen. En anderzijds op zeer frequent bezochte plaatsen, waarbij we ook onze bus installeren en waar dus de mensen ook meer vanuit een instantbeleving zich kunnen laten vaccineren. En waar we dus ook toch vorige week toch wel een goede stijging hebben gezien van de aantal vaccins per dag per bus. Dus ik denk dat we daar ook onszelf aan het verbeteren zijn om nog beter te duiden waar we het beste gaan staan. Er is altijd een medische team dat er op de bus zit en ook een administratief persoon, waardoor we dus ook garanderen dus dat eigenlijk alles vlot verloopt en wat ook heel veel aan sensibilisering kunnen doen. Dus we zien ook dat er veel mensen
toch nog komen vragen en een laatste vraag komen stellen en zich laten vaccineren, of dan toch nog beslissen om toch nog een beetje te wachten. Maar opnieuw zijn we ervan overtuigd dat dat ook de kracht van de herhaling is en waardoor we, door dat de mensen aan te spreken en opnieuw die boodschap duidelijk te maken, dat we er ook zeker van zijn dat die mensen op den duur ook wel ervan overtuigd gaan zijn en ook wel zich op een bepaald moment toch gaan laten vaccineren. En natuurlijk voor ons hoe sneller hoe liever. En dus we werken ook zeer, zeer nauw samen met de gemeentes en met de lokale partners, net om ervoor te zorgen dus dat we die lokale verankering hebben en dat er dus ook op voorhand kan gesensibiliseerd worden en ook nog ter plaatse door de gemeentes en door de lokale actoren. Donc ici, vous voyez quelques photos de toutes les actions locales et tous les bus qu'on est en train d'entreprendre. Et donc, où on se trouve de plus en plus dans une situation de réussite, je dirais, où on voit que le nombre de vaccins par jour commence à augmenter. Donc, aussi bien dans les quartiers qui ont été sélectionnés par les communes pour justement atteindre les publics qui ne sont pas encore bien vaccinés. Et deuxièmement, également, donc, dans les groupes, dans les espaces où il y a beaucoup de passages. Et donc, où on arrive aussi à vacciner beaucoup de gens qui sont de passage, par exemple, à la place de Monnaie et autres. On a également eu une belle réussite le week-end passé dans une église à Molenbeek, où on a quand même aussi pu vacciner 140 personnes, donc avec de nouveau beaucoup de préparation, avec la commune, avec les acteurs locaux, où on voit aussi chaque fois que ça reste un facteur de succès clé dans toutes les actions qu'on entreprend. C'est vraiment de faire cette sensibilisation au préalable avec les communes, avec les acteurs locaux, et justement d'être sûr que les gens sont déjà au courant qu'il y a un bus qui va circuler, qui va être quelques jours sur place. Donc, on a maintenant les 5 bus qui sont déployés 7 jours sur 7 dans la région. Et donc, avec chaque fois une équipe médicale et administrative fixe pour justement également assurer qu'il y a une bonne opération. Et également chaque fois avec des infirmiers, un médecin qui est sur place pour encore répondre aux dernières questions des gens qui passent pour s'informer et évidemment de préférence de se faire vacciner. Donc, c'est vraiment des choses allez, voilà, qui se développent et qui ont de plus en plus de succès et où je suis aussi vraiment convaincue que le fait de sensibiliser, de parler avec les gens, etc., même s'ils ne se vaccinent pas encore une première fois, qu'on est sûr qu'ils vont quand même le faire par la suite et donc d'avoir vraiment un succès de sensibilisation qui s'installe petit à petit. Au niveau d'un centre de vaccination, donc ici vous voyez donc les 10 centres qu'on avait ouverts avec les 4, donc plutôt centralisés dans la région, qui vont rester ouverts encore jusqu'à fin octobre, et donc où les 6 autres vont se fermer progressivement, et donc où on a aussi fermé donc les Heysel hier soir, donc quand même également un moment ému, je dirais, donc quand même le plus grand centre de la Belgique qui était ouvert, qui a fait en totalité plus que 250 000 doses et qu'on a fermé maintenant, mais quand même pour des raisons. Donc le nombre de doses commençait vraiment à baisser et on voit que quand même les gens trouvent toujours des espaces ouverts dans les 4 centres qu'on va garder ouverts pour leur première dose et donc également avec toutes les actions locales qu'on déploie toujours sur toute la région. Ja, dus hier ziet u eigenlijk de verschillende centra, dus met hun sluitingsdagen. En dus natuurlijk ook de 4 centra die we zeker openhouden tot eind oktober. Dus wel centraal in Brussel gelegen zijn. En waarbij dus de andere centra ietsje meer decentraal over de regio de stiltjes aan worden afgesloten. En waarbij we dus de Heysel, waar we toch 250.000 doses hebben gevaccineerd over die maand dat ze open zijn geweest. Dus gisteren haar deuren heeft gesloten. En waarbij we dus vorige week vrijdag, en dit is echt een 1 seconde foto waar iedereen eventjes heel dicht op elkaar stond, maar dan snel terug uit elkaar is gegaan, om toch eventjes de equipe te tonen van alle vaste en vrijwilligers die we alleen maar heel hartelijk kunnen bedanken voor hun inzet over de afgelopen maanden. En die ook allemaal een mooi certificaat hebben gekregen voor al het werk dat ze verricht hebben, dat ook getekend is geweest door de verschillende ministers en belangrijke personen van de COVID-crisis op het fédéral en het regionaal niveau. Donc ici encore quelques photos et donc le certificat qu'on a donné à tout le personnel pour remercier tout le monde et chacune qui s'est donné tous les jours dans ce centre de Heysel où on a quand même eu une vraie belle réussite de la campagne de vaccination.
Et donc, pour terminer, encore ici, toutes les actions qu'on poursuive. Donc, il reste encore tous les centres qui sont encore ouverts, donc sauf les Heizelen, où on peut encore aller sans rendez-vous pour avoir sa deuxième dose. La deuxième dose est donc alors réservée dans un centre qui reste ouvert encore en septembre, et où on a aussi donc tous les bus et toutes les actions locales que vous voyez ici à la droite, où donc également on continue à pousser les actions pour justement encore continuer à atteindre chacune, et où la semaine prochaine, je vais aussi vous donner un aperçu de toutes les actions qu'on prépare pour la rentrée. Dus hier tot slot dan nog eventjes het overzicht. Dus goed onthouden dus dat we effectief in de verschillende vaccinatiecentra die nog open zijn, nog altijd met en zonder afspraak de verschillende vaccins kunnen toedienen voor een eerste dose. De centra die dan gaan sluiten, die gaan we de tweede dosis nog inplannen in een ander centrum dan. En dus waarbij je ook ziet dus dat alle lokale acties ook nog verder gaan in de verschillende delen van Brussel met onze verschillende bussen die blijven circuleren. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ja, Arno de Dekker. Ja, kan u mij horen? Ja. Oké, dus voor Brus, vorige week hebben we een stuk gebracht over het feit dat de huisartsen nu ook mensen die zich in het buitenland laten vaccineren kunnen registreren in Brussel, in België. Zijn daar cijfers over bekend van het aantal mensen die zich in het buitenland hebben laten vaccineren en die ondertussen herkend worden in België, in Brussel? We hebben een aantal mensen, dus, maar nog zeer beperkt eigenlijk, waarvan we weten dat die in het buitenland gevaccineerd zijn geweest en hier in Brussel geregistreerd zijn geweest, maar er zijn er een duizendtal, dus dat is nog niet veel. We weten vanuit enquêtes dus dat dat eigenlijk een heel stuk hoger ligt in de praktijk. Maar dus ik heb dat vorige week ook gezegd, we schatten dat op een 4 à 5%, maar zonder dat ik mijn hand daarvoor in het vuur wil steken. Dus we weten sowieso dat onze vaccinatiecijfers zwaar onderschat zijn door de vaccinatie in het buitenland. 1 persoon op 3, dus 35% van de Brusselaars hebben een dubbele nationaliteit, zoals we zeggen. Dus we weten eigenlijk ook dat er wel een aantal zich ook wel in het buitenland gevaccineerd hebben. Maar het is zeer moeilijk dus om te zeggen hoeveel dat exact is eigenlijk. Dus momenteel op 1 week tijd 1000 mensen die zich bij de huisarts hebben geregistreerd? Dat is niet op 1 week tijd, maar dat is over de afgelopen periode. Dus dat is een paar weken. Dankjewel. Ja, Jennifer Istesse. Bonjour. J'ai une petite question par rapport à cet appel d'un infectiologue qui s'appelle Jeroen van der Hilst, qui appelle visiblement à assouplir les mesures sanitaires dès maintenant pour éviter d'avoir un rush dans les hôpitaux à l'automne. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel ? Bon, il y a toujours des réflexions à mener, évidemment. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'on vise surtout la vaccination, toujours, pour protéger au maximum toutes les différentes personnes et toutes les catégories d'âge pour être protégées au maximum. Par la suite, je pense que c'est vraiment une question aussi pour les personnes scientifiques, que je suis pas un expert scientifique, pour justement réfléchir à la question. Mais je pense quand même qu'il faut de toute manière essayer d'éviter la pression sur les hôpitaux, tout le temps, disons. Et donc, c'est ça, en fait, je pense que c'est l'enjeu de vraiment regarder quel est le niveau de risque qu'on peut accepter, et donc c'est de ne pas saturer les hôpitaux. Et donc je pense que justement de dire maintenant on va infecter tout le monde, on va être protégé entre guillemets pendant 6 mois, et donc par la suite quand même on ne sait pas comment une jeune personne va pouvoir oui ou non infecter une personne plus âgée. Donc je pense quand même qu'il y a des réflexions à mener à ce niveau-là. Et l'autre chose qu'on n'a pas encore sûr pour le moment, et aussi nous on demande des chiffres, c'est le nombre donc le taux de conversion entre guillemets si on veut
entre le nombre de cas positifs des jeunes versus les hospitalisations et les soins intensifs. Donc, je pense qu'il y a quand même encore plusieurs questions à répondre. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui plaidoient pour ça. C'était aussi le cas au mois de septembre, octobre l'année passée. Mais je pense que c'est plutôt la stratégie de vaccination qu'on doit poursuivre et justement avoir une immunité qui dure plus longtemps qu'une infection pour être vraiment bien protégé, que de dire, voilà, on va maintenant s'infecter entre nous et donc on va être protégé pour un petit moment, mais alors il faudrait répéter ça pendant 6 mois sans savoir comment ça va impacter les différents variants, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un peu mon humble avis. Merci beaucoup. Monsieur Grégory Lenko. Oui, Lenko. Oui, parfait, Yenko, merci beaucoup. Pour BX1, en fait, j'avais deux questions. La première, c'était de savoir est-ce qu'on a une idée de la part de vaccinés par rapport aux patients qui sont actuellement aux soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois. Donc, est-ce que finalement, on voit qu'il y a un rapport entre la vaccination et les personnes qui sont actuellement aux soins intensifs? Oui, donc tout à fait. On a eu les chiffres donc la semaine passée. Je pense qu'on les a montrés. Donc il y a 3% au niveau de la Belgique. Hein, donc des personnes qui sont hospitalisées, qui sont donc qui étaient complètement vaccinées. Au niveau des soins intensifs, et là les chiffres datent d'il y a 2 semaines. Il n'y avait pas de personnes qui étaient complètement vaccinées pour notre région. Donc là, j'ai redemandé aussi les chiffres plus actualisés pour le moment. Mais donc, il est clair que le fait d'être vacciné nous protège vraiment bien, premièrement pour les hospitalisations et deuxièmement, peut-être encore plus important, pour être amené en soins intensifs. Ok, parfait. Et ma deuxième question, c'était par rapport justement à la population la plus jeune, où on voit que, un peu comme le reste de la campagne de vaccination, il y a toujours un léger retard entre la région bruxelloise et le reste de la Belgique. Est-ce que du coup, il y a des actions de sensibilisation qui vont être prévues justement en vue de la rentrée, ou est-ce que même, on a vu des universités qui vont ouvrir des antennes de vaccination, est-ce que on pourrait même peut-être envisager cela pour les écoles? Oui, donc oui, toutes les actions de sensibilisation, ça continue, hein, et donc notamment les bus et donc tout ce qu'on fait aussi également sur les réseaux sociaux avec des affiches, des campagnes, des affiches, etc. Ça continue et donc on prépare justement la rentrée. Donc entre autres, il y a cette initiative avec l'université de Ulbeek, donc ils vont ouvrir leur antenne. On a également en contact avec d'autres, hein, donc aussi comme je disais avec des entreprises, des administrations et les écoles. Et donc, je vais vous faire un point sur ça la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Et alors, le dernier TDM question? Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, vous l'avez dit dans le tableau, un tiers des cas positifs aujourd'hui, c'est clairement des retours de vacances. Dans des chiffres récemment publiés au début du mois d'août, on voyait par exemple que c'était notamment des ressortissants marocains, beaucoup. L'Espagne, on le sait, elle est très rouge, aussi une partie du Portugal. Est-ce que vous avez des chiffres un peu plus précis sur ces contaminations qui reviennent de vacances pays par pays et notamment sur ces trois pays-là en particulier? Oui, je ne le connais pas par cœur, mais on a des chiffres. Pour le Maroc, par exemple, on n'a pas les chiffres pour notre région, donc c'est plutôt des estimations. Donc, c'est les chiffres nationaux qu'on a. Mais en effet, on voit que... 7,5, c'était, ouais, Ouais, 7,5. c'est ça, exact. Et donc, ça c'est pour, oui, et on sait quand même que, bon, il y a beaucoup voilà, beaucoup de ces personnes-là qui reviennent en région de la Belgique. Plus ou moins 40 personnes, 40%, c'est plus ou moins une estimation qu'on a faite. Et donc là, il y en a quand même beaucoup qui rentrent chez nous. Et deuxièmement, donc au niveau de l'Espagne, je peux regarder si vous voulez. Mais donc les taux de positivité sont toujours un peu en retard parce qu'on parle là toujours un décalage de plus que une semaine et je les trouve maintenant. Donc pour vous, c'est clairement un chiffre qui est sous-estimé. Mais en fait c'est plutôt en fait que le sous-estimation, c'est plutôt le fait que on teste pas tout le monde, ça on le sait, hein, on teste pas 2 fois parce que les procédures c'est maintenant qu'on teste uniquement le premier jour et qu'on sait qu'il y a des périodes d'incubation qui sont plus longues. Donc on sait qu'on sous-estime les chiffres et donc il y a des gens entre guillemets qui se baladent, qui sont positifs qu'on n'a pas rattrapés et donc qui font que
Oui, il y a quand même plus d'infections, je pense qu'on va retrouver alors par des personnes symptomatiques et contact à haut risque, donc qui sont labellisés, disons, dans cette manière-là, et pas par les retours de voyage, en fait. Donc, voilà. Et je vois que je n'ai pas tout de suite les chiffres pour l'Espagne maintenant, donc je vais demander de les avoir. Merci beaucoup. Voilà. Et alors, Arnaud? Ja, ik heb nog 2 kleine vragen. De eerste, ik kreeg net een bericht binnen via WhatsApp van een collega die mij vraagt hoe het komt dat je plots van 64% naar 62% gaat bij de volwassen gevaccineerden op de dashboard van Cienzano. Ja, ik was daar zelf ook heel ongelukkig van, maar dus ik was gisteren heel blij, want er zat nog 64, maar er is dus een fout gebeurd bij Cienzano. Dus alle cijfers die gisteren gepubliceerd zijn geweest, ook van Vlaanderen en zo verder, waren zwaar overschat. Oké, dankjewel. En dan heb ik nog een laatste vraag. Is er een zicht op de besparingen die het Brussels Gewest gaat doen, nu dat het vaccinatiecentrum van de Heijzel gaat sluiten? Op het financiële vlak dan? Natuurlijk hebben we daar een zicht op, maar het is wel de bedoeling dus dat wij die budgetten die wij nu besparen, bij wijze van spreken, door het sluiten van de vaccinatiecentra, dat die net kunnen toegewezen worden aan al onze lokale initiatieven. En dus eigenlijk dat we op die manier toch proberen ook nog de ganse bevolking te bereiken. Dus het is zeker geen kwestie van moet je zeggen, de kraan dicht te draaien en proberen zoveel mogelijk kosten te gaan besparen. Het is zeker wel een kwestie van rationeel met de middelen om te gaan, maar ook wel om een verschuiving te doen, zoals van in het begin was voorzien, van meer die centrale initiatieven naar meer de decentrale acties. En dus we weten ook dat die meer geld kosten. Per gevaccineerde kost natuurlijk zo'n bus meer geld dan dat je een vaccinatiecentrum kan doen. Maar dat we op die manier toch nog iedereen kunnen bereiken. En dus vandaar dat we echt die verschuiving doorvoeren. Oké, dat is heel duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne journée. Nog een fijne dag verder en dank u voor de aandacht. Dag.